Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Alaï Électricité, qui est une chaîne dédiée au métier de charge d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors, si c'est un métier qui vous intéresse ou si vous souhaitez en apprendre beaucoup plus, donc vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet, bon, pas un nouveau sujet parce qu'on a déjà fait deux vidéos sur ce thème-là, mais aujourd'hui, nous allons voir les facteurs pris en compte lorsqu'on réalise un bilan de puissance dans un bâtiment ERT ou ERP. Donc voilà, les deux précédentes vidéos, c'était dédié au bilan de puissance lorsqu'on était dans un bâtiment de logement collectif. Donc ici, on est dans un autre registre, hein. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer la forme la forme que prend généralement les bilans de puissance, c'est sous forme de tableur Excel. Et donc là, j'ai un bilan de puissance très basique et très bien déjà. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est très clair. Ça nous permet d'avoir une idée du bilan de puissance, de la puissance totale qu'il faudra pour notre bâtiment. Donc, on a notamment ici plusieurs colonnes, hein, notamment la colonne quantitative, prix unitaire, prix total, cause phi, donc qui est le facteur de puissance. Et on a la puissance active et les différents coefficients, ou même facteurs si vous préférez. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer une idée, hein, de la forme d'un bilan de puissance. Là, on a un bilan de puissance d'un TGBT, ça peut être un bilan de puissance d'un TD simplement. Donc voilà. Alors, on a la chance en France quand même, hein, d'avoir plusieurs normes et plusieurs guides qui nous permettent de ne pas faire tout n'importe quoi et de sécuriser un petit peu nos installations électriques, c'est une chance. Et donc ici, on s'appuie généralement sur le guide C1505, qui est un guide qui permet de déterminer les sections des conducteurs, des câbles et le choix des dispositifs de protection tels que des disjoncteurs. Donc, lorsque vous avez par un logiciel, vous ne savez pas utiliser un logiciel, il suffit simplement de lire ce document, ce guide, et vous saurez dimensionner vos câbles et vos protections. Donc, ça se dit. Je ne peux pas, je vous le dis en amont, hein, parce que parfois, vous me demandez des documents, mais je n'ai pas la possibilité de vous l'envoyer parce que ces documents-là, ils sont payants et ce n'est pas libre d'accès. Donc, je ne peux malheureusement pas vous les envoyer. Donc, voilà. J'aime bien pouvoir m'appuyer sur la réglementation ou les guides qui existent, hein, pour ne pas vous donner l'impression que j'ai tout en tête ou je sors des choses de mon chapeau, même si je n'en porte pas. Donc, je vous invite à, si vous avez ce guide, je vous invite à aller regarder la page 10 et le paragraphe A, détermination du courant d'emploi. Donc, dans ce chapitre ou paragraphe, on a tous les coefficients et les valeurs qui sont recommandées. Bon, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vous donne quand même des valeurs, hein. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter ce guide-là pour aller faire votre bilan de puissance. Donc, je suis bien ravie de l'avoir, d'avoir ce guide et d'avoir pu le parcourir et ensuite de vous faire cette vidéo. Donc, voilà, on va passer sans plus tarder dans le vif du sujet, hein, qui est le facteur. D'abord, on commence par le facteur A. Alors, ce facteur-là, c'est un facteur qui n'est pas très connu, j'ai envie de dire, et qui n'est pas très utilisé dans le bâtiment, notamment les ERT ou les ERP, parce que ce coefficient-là, il est généralement utilisé lorsqu'on a beaucoup d'équipements moteurs. Voilà. Parce que ce coefficient-là, c'est un coefficient qui prend en compte les rendements et le facteur de puissance d'un appareillage. Généralement, les appareils que moi je retrouve sur mes équipements, quand je dis équipement, je fais allusion au bâtiment de ERT ou ERP. Donc voilà, c'est un vocabulaire que vous devez avoir aussi. Donc faut pas, quand je dis équipement, c'est pas un équipement, voilà, un objet, mais c'est vraiment un bâtiment. Donc que dit la norme par rapport à ça, par rapport à ce facteur-là? C'est que ce facteur-là est égal à 1 sur le rendement multiplié par le cos phi. Le cos phi, c'est le facteur de puissance. Et le rendement de l'appareil, c'est la puissance utile sur la puissance absorbée. Donc, normalement, on a tous ces notions-là en tête, hein. Imaginons, on a un moteur qui a un rendement de 80% et on nous dit que la puissance absorbée est de 10 kVA ou 10 kW si vous voulez.
Donc, la puissance que cet appareillage ou ce moteur utilisera en réel, ce sera de 8 kilowatts, si je ne me trompe pas. Donc, on a une perte de 2 kilowatts. Donc, ce coefficient-là est à avoir en tête lorsque vous êtes dans un bâtiment industriel, hein, parce que moi, je ne l'utilise pas, j'ai envie de vous dire. Mais si vous êtes dans un bâtiment industriel, il est bon de l'utiliser pour ne pas trop avoir des surprises à la fin, parce que faut savoir que les équipements les équipements qui ont des moteurs, hein, les puissances qui sont annoncées ne sont généralement pas les puissances qu'il faut soutirer au réseau. Généralement, on a plus parce que à cause du rendement ou à cause du cost fi qui est peut-être bas. Donc, ça nous permet de compenser. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail des causes phi. On sait tous ce que c'est le facteur de puissance phi. On sait tous ce que c'est un rendement. Donc je ne vais pas aller dans les détails. Voilà. Si vous souhaitez que j'aille dans les détails, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais bon, pour faire un bilan de puissance, vous n'avez pas besoin d'aller savoir que le cause phi dépend de, enfin, le courant augmente quand le cause phi est faible, etc. Bon, ce sont les choses qu'il faut avoir en tête, mais voilà, c'est pas le but de cette vidéo, donc je vais survoler ces sujets. Donc là, je vous ai rappelé que le état, donc le N là, c'est le rendement et le cause phi, c'était le facteur de puissance, simplement. Donc j'ai beaucoup parler, mais ce que vous devez retenir ici, c'est que ce coefficient-là permet de tenir en compte les pertes de les pertes qui sont dans votre appareillage. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir, clair et efficace. Ensuite, après le facteur A, on a le facteur B, que tout le monde connaît, qui est le facteur d'utilisation d'un appareillage. Je vous laisse me mettre en commentaire si vous avez une définition ou si vous savez ce que c'est le facteur B ou le coefficient KU, de le mettre en commentaire. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent le jeu, mais bon, je vais quand même essayer, donc j'attends. Alors, j'espère que vous avez mis vos réponses en commentaire. Donc, pour moi, bon, pas pour moi, mais la définition du facteur B, c'est simplement que ce facteur-là, c'est un facteur qui prend en compte le fait qu'un appareillage ou un appareil ne fonctionne pas toujours à sa puissance maximale. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir, que ce facteur-là prend en compte le fait que tous les appareillages ne fonctionnent pas toujours à la puissance qui sont indiquées sur leur fiche technique. Donc, ce facteur-là vient prendre en compte cet aspect-là. Et donc, que dit la norme? On nous dit que pour les équipements d'éclairage et de chauffage, on doit prendre un facteur d'utilisation égal à 1 parce que ces équipements-là ne varient pas, la puissance de ces équipements-là, pardon, ne varie pas en fonction de la charge qui est derrière. Donc, ce n'est pas des moteurs, hein, le luminaire, par exemple, c'est on-off, quoi. Donc, c'est la puissance qui est affichée, elle consomme la puissance qui est affichée, pardon. J'ai un petit exemple ici. Imaginons qu'on a un luminaire de 50 watts. Lorsque vous l'allumez, il consomme 50 watts. Lorsque vous l'éteignez, il consomme zéro, hein, j'ai envie de dire. Donc, après, ce que je vous ai mis ici, c'est ce luminaire-là, bon, j'ai mis elle ne fonctionne pas, donc la lampe, elle ne fonctionne pas. Imaginons à 20 watts ou à 30 watts en fonction de la charge, comme serait le cas, imaginons, d'un monte-charge ou d'une cabine d'ascenseur dont la puissance, le besoin en puissance varie en fonction de la charge qui est derrière. Imaginons lorsque la cabine monte, elle ne consomme pas la même énergie que lorsqu'elle descend. Donc, c'est un exemple. Ici, ce que vous devez retenir, c'est que là, le facteur KU ou le coefficient KU est égal à 1 pour les luminaires et les éléments de chauffage. Parce que le chauffage, imaginons, c'est une résistance qui chauffe pour pouvoir fournir les calories. Voilà, donc vous devez simplement retenir cela. Ensuite, après les luminaires ou les équipements de chauffage, on nous dit, bon, le guide UTE nous dit, dans une installation industrielle, le facteur B peut varier entre 0,3 et 0,9. Donc, c'est une indication. Et on nous dit, en l'absence d'indication plus précise, un facteur d'utilisation de 0,75 peut généralement être adopté pour les appareillages à moteur, donc comme une cabine d'ascenseur.
Et donc ça c'est clair, la norme nous dit ce qu'on peut prendre lorsqu'on n'a pas les informations précises. Donc si on a les informations précises, pardon, on les prend, mais sinon la norme nous aide. Donc la norme est là pour nous aider, pour nous aiguiller. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser, enfin la norme ou le guide, hein. Il ne faut pas hésiter à utiliser les normes ou les guides. Bon, j'entends que c'est pas tout le monde qui a accès aux normes ou aux guides, hein, j'entends très bien. Mais bon, si vous avez accès à ces éléments, ces documents-là, n'hésitez surtout pas à y aller. Donc, voilà, je vous donne un exemple ici d'une cabine d'ascenseur qui a une puissance de 15 kilowatts affichée. Alors, là, dans ce cas-ci, bon, je vais vous poser une question rapidement. Est-ce que les 15 kilowatts affichés, ça veut dire que l'ascenseur consomme tout le temps 15 kilowatts. Donc, je vous ai donné la réponse précédemment. La réponse est bien évidemment non. L'ascenseur ne consommera pas tout le temps 15 kilowatts. Donc, la puissance qu'elle consommera variera en fonction de la charge. Imaginons lorsque elle transporte 8 personnes, la puissance dont elle aura besoin elle sera différente de la puissance dont elle a besoin lorsqu'elle transporte 2 personnes ou lorsqu'elle monte avec 2 personnes. Donc, voilà cet exemple. Et donc là, si on considère un coefficient d'utilisation de 0,75, cela signifie simplement que la machine utilise en moyenne 75% de sa puissance nominale pendant sa période de fonctionnement. Voilà, simplement, clair et efficace. Donc, je ne peux pas faire plus clair que ça, quoi. Donc, une fois que ça c'est dit, donc on a notre puissance affichée ici qui est de 15 kW avec un facteur KU de 0,75. Ça nous fait une puissance moyenne de 11,25 kW. Donc, cela ne veut pas dire que la machine, il faut bien la retenir ça parce qu'il y a beaucoup de confusion. Cela ne veut pas dire que la machine fonctionne en permanence à 11,25 kW. Cela signifie simplement qu'en moyenne, hein, sur un cycle de fonctionnement, donc monter-descendre, elle utilise en général 75% de sa puissance nominale. Donc, sa puissance nominale ici, c'était 15 kW. Donc, j'espère que c'est clair. Ce que vous devez retenir ici, c'est que tous les équipements électriques ou la plupart des équipements électriques ne fonctionnent pas et pardon, ne fonctionnent pas à leur puissance avec leur puissance maximale affichée, donc leur puissance nominale, simplement. Et donc ce facteur-là, KU, permet de prendre en compte ce facteur. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a vu ceci, on va voir le facteur C, qui est le facteur de simultanéité. Alors, ce facteur-là, selon le guide, hein, je vais lire. Alors, la détermination des facteurs de simultanéité C nécessite la connaissance détaillée de l'installation considérée et l'expérience des conditions d'exploitation. C'est-à-dire que pour bien définir le C, il faut connaître les équipements et il faut connaître le mode de fonctionnement, voilà, de vos équipements. Donc, le mode d'exploitation aussi de vos équipements. Ce qui est rarement le cas, on ne le connaît pas souvent. Donc, notamment pour les moteurs et les prises de courant, il n'est pratiquement pas possible de spécifier des valeurs du facteur C pour chaque type d'installation. Mais en l'absence d'indications plus précises, la valeur du facteur de simultanéité peut être prise dans le tableau suivant. Donc, comme je le disais précédemment, on a la chance d'avoir des supports sur lesquels s'appuyer. Ce tableau-là, je pense que ça doit parler à beaucoup de monde parce que si vous avez déjà fait un bilan de puissance ou si vous êtes intéressé un petit peu hein, et intéressé aux facteurs qu'on utilise, ce tableau-là doit vous parler. Donc ici, sur ce tableau qui est issu du guide, on dit que pour l'éclairage, on peut utiliser un facteur d'utilisation égal à 1. Alors vous me direz pourquoi égal à 1? Alors, je vous ai dit facteur de simultanéité, non, facteur d'utilisation, mais non, c'est facteur de simultanéité. Donc, pourquoi égal à 1? Parce que on estime que lorsque on est dans un bâtiment et lorsqu'on utilise des luminaires, imaginons on est en soirée et qu'on est en hiver, il est 18 h normalement, tous les luminaires fonctionnent, on allume tous les luminaires. Donc, c'est la raison de ma compréhension, c'est la raison pour laquelle le facteur C égale à 1 pour les luminaires. Ensuite, pour les prises de courant, là, c'est vraiment, on voit que c'est faible, hein, c'est entre 0,1 et à 0,5, ce qui
En pratique, lorsqu'on fait notre bilan de puissance, et généralement, on ne prend jamais, parfois, mais c'est rare. Généralement, on part plutôt sur 0,5. Donc là, pourquoi ce facteur est fait pour les prises de courant? Parce que simplement, dans les bâtiments, généralement, les prises ne sont pas exploitées, ne sont jamais tous exploités au même moment. Et même, j'ai envie de dire, peut-être que c'est même un tiers des prises qui sont exploitées. Donc, c'est la raison principale pour laquelle le facteur est très bas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pour les ascenseurs, on nous dit qu'on peut prendre, si on a plusieurs ascenseurs dans un bâtiment, pour le premier ascenseur, on prend un facteur de simultanéité égal à 1, et pour les autres, pour le second, on prend 0,75, et pour les autres, on prend 0,6. Donc voilà. Ici, on a une étoile, on nous dit dans certains cas, notamment dans les installations industrielles, ce facteur peut être plus élevé. Donc, voilà, il faut avoir ça en tête. Et après, on a deux étoiles, on dit le courant à prendre en compte ou à prendre en considération pour chaque moteur, donc d'ascenseur, est égal à son courant nominal majoré du tiers de son courant de démarrage. Alors, il faut relire pour comprendre, hein. Mais ce que vous devez simplement comprendre, c'est que, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a certains bilans de puissance qui prend en compte qui calculent aussi les courants. Moi, je ne le fais pas, mais lorsque vous le faites, si vous le faites, hein, le courant à prendre en compte, ce ne sera pas le courant nominal, mais ce sera le courant nominal plus le courant de démarrage divisé par 3. Parce qu'il faut savoir que les cabines d'ascenseur, au démarrage, ont un courant de démarrage beaucoup plus important que leur courant de démarrage. Est-ce que je me suis fait comprendre? Non. Au démarrage, leur courant, les ascenseurs, leur courant de démarrage ont un courant beaucoup plus élevé que les courants nominaux. Est-ce que c'est clair? Donc, je disais, le courant de démarrage est supérieur au courant nominal. Donc, on ne prend pas le courant nominal comme le courant de l'ascenseur. On prend plutôt le courant nominal plus le courant de démarrage divisé par 3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Donc ça, c'est clair, hein, je ne peux pas faire plus clair. Si ce n'est pas clair, je vous invite à le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, une fois qu'on a parlé du facteur C, le facteur de simultanéité, il nous reste le facteur d'extension, qui est un facteur voilà, qui permet d'anticiper un petit peu les besoins en puissance du bâtiment. Donc le guide nous dit la valeur du facteur D doit être estimée suivant les conditions prévisibles d'évaluation de votre installation. Donc, vous, en tant qu'ingénieur ou chargé d'études courant fort, courant faible, lorsque vous réalisez votre bilan de puissance, vous devez être en mesure d'anticiper un petit peu en fonction des valeurs que vous avez et en fonction des besoins du bâtiment. Là, c'est l'expérience qui parle, hein, mais je le dis de manière aisée, mais je sais que ça c'est pas évident pour une personne qui n'en a jamais fait. Mais il faut se dire que tous les bâtiments sont appelés à évoluer et les besoins aussi augmentent. Les besoins en électricité augmentent. Donc, il faut savoir prendre en compte ces futurs besoins-là dans votre présent bilan de puissance. Et là, on nous dit il est au moins égal à 1, ce facteur-là d'extension. Pour les installations industrielles, une valeur d'au moins 1,2 est recommandée. En pratique, on prend souvent une réserve de 20%. Même si on n'est pas dans un cadre d'un bâtiment industriel, même si on est dans le cadre d'une école ou d'un centre commercial ou voilà, d'un restaurant, parfois on prend même 30%. Voilà, j'en ai déjà vu hein, dans une bibliothèque où l'entreprise a pris 30%. Voilà, elle a pris ses précautions. Donc là, je vous ai mis un exemple hein, pour un bilan de puissance qui affiche 160 kVA. Et en appliquant un coefficient de réserve de 20%, on tombe à 192 kVA à la fin. Donc voilà, c'est pas déconnant, on reste toujours en tarif jaune, ce qui n'est pas, ça ne change pas beaucoup, ça ne change rien du tout, du coup on ne change pas de tarif en appliquant ce coefficient d'extension. Il faut savoir que parfois on est vraiment à la limite du tarif jaune, hein,
Et en appliquant le coefficient d'extension, on dépasse le tarif jaune et on passe au tarif vert et on n'a pas envie de passer au tarif vert parce que là, on passe à un autre level, il faut prévoir un transfo, hein. Donc, dans ce cas-là, on peut réduire notre coefficient d'extension. On joue parfois dessus, j'ai envie de vous dire. Et au lieu de prévoir 1,2, on prévoit 15% ou même 10% de réserve. Voilà, parfois pour ne pas s'embêter. C'est un petit secret que je vous donne. Je compte sur vous pour le garder. Donc voilà. Après le coefficient d'extension, on a le coefficient ou le facteur de foisonnement qui est un facteur aussi très utilisé. Il y en a qui l'utilisent pas, il y en a qui l'utilisent, hein. C'est simplement que c'est à peu près comme le facteur de simultanéité, mais à l'échelle de toute l'installation. Donc, généralement, c'est impossible que dans une installation électrique ou dans un bâtiment, tous les équipements fonctionnent en même temps, en pleine charge. Et c'est la raison pour laquelle il est précommandé d'appliquer un coefficient de foisonnement. Généralement, les bureaux d'études aiment prendre 0,8. Donc moi-même, je prends 0,8, hein, et ça a toujours fonctionné. Je ne me suis jamais fait reprendre par un bureau de contrôle derrière. Donc, je vous conseille de prendre 0,8 comme coefficient de foisonnement. Si vous n'êtes pas sûr des puissances que vous avez mis dans votre bilan de puissance, je vous invite à mettre 1. Comme ça, vous êtes très large et vous ne vous embêtez pas. Vous voyez? Donc voilà, en prenant un coefficient de 0,8, on estime que l'installation appellera au maximum environ 80% de sa puissance totale installée. J'espère que c'est clair, hein. On a parcouru l'ensemble des coefficients. Il y a un coefficient E qui permet de convertir les puissances en intensité, mais je ne vous en parle pas parce que je ne prends pas en compte ce coefficient-là. Je ne calcule pas les courants dans mes bilans de puissance, simplement. Chacun a sa manière de faire. Donc, moi, c'est ma manière de faire. Et je vous en parle pour ne pas que vous soyez surpris lorsque vous verrez des intensités dans un bilan de puissance, des calculs d'intensité dans un bilan de puissance. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vais vous faire un petit résumé de tout ce que nous avons vu pour que vous vous rappeliez un petit peu de ce qu'on a vu et des différents coefficients. Donc, on a vu le facteur A, qui est le facteur qui tient en compte des causes phi, donc des facteurs de puissance et des rendements des appareillages. Pourquoi? Pour anticiper les surpuissances ou les besoins beaucoup plus importants des puissances que ceux qui sont affichés sur les fiches techniques des équipements et des pertes, hein, j'ai envie de dire. Donc, ce coefficient-là permet de tenir compte des pertes internes des équipements. Et ce coefficient-là, généralement, c'est dans les industries qu'on les applique. Mais récemment, j'ai vu qu'il y avait une entreprise qui me l'avait appliqué dans un bilan de puissance et il m'avait mis 1,04 pour ce facteur-là. Bon, après, c'est pas embêtant, hein, mais en plus, c'était pour l'éclairage, ça m'a un peu paru bizarre. Mais bon, c'est pas embêtant, j'ai envie de dire. Mais moi, je ne l'applique pas aussi. Voilà. Ensuite, on a le coefficient B qui est le coefficient d'utilisation. Ce coefficient-là prend en compte le fait qu'un appareil ne fonctionne pas toujours à sa puissance maximale. C'est le cas de la cabine d'ascenseur que nous avons vu. Après, on a vu le coefficient C qui est un coefficient de simultanéité. Donc, ce coefficient-là indique simplement que les récepteurs d'une installation ne fonctionnent pas forcément en même temps. Voilà, en même temps. Et c'est tout ce que vous devez retenir, simultanéité en même temps ou pas. Donc, la définition est dans le nom du coefficient. Ensuite, le D, c'est le coefficient d'extension. Ça nous permet simplement de prévenir les besoins futurs du bâtiment, simplement. Et là, je ne vous ai pas mis le coefficient de foisonnement parce que ce n'est pas dans l'UTE, dans le guide. Mais voilà, il y a aussi le coefficient de foisonnement qu'il faut appliquer. Soit vous l'appliquez, soit vous mettez 1. Donc, c'est vous qui jugez en fonction de votre installation. Donc, voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je voulais vous dire de ne pas hésiter à me contacter pour des besoins de collaboration.
Alors, pour ce faire, vous allez aller simplement sur Alaï Électricité. Donc là, j'écris Alaï Électricité, vous cliquez, Entrée. Ensuite, normalement, vous tombez sur la chaîne. Donc ici, Alaï Électricité. Vous allez dans vidéo, donc les dernières vidéos, normalement, il y a toujours le lien. Même sur cette vidéo, il y a le lien dans la description, le lien de contact dans la description. Donc, vous cliquez sur la vidéo, vous faites comme si, bon là, je sais moi-même, je suis en admin, mais normalement, ça fonctionne aussi lorsque vous n'êtes pas. Vous venez sous la vidéo, dans description, il y a un lien, vous cliquez sur le lien. Alors, c'est ce lien-là. En vue de me contacter directement, remplissez le formulaire en cliquant sur le lien. Donc, et aussi, je ne vous ai pas dit, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, et à mettre des likes. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me permet de me motiver parce que ça me prend un temps fou pour créer ce contenu-là. Et vos retours, vos likes, m'aident à me dire que ça, c'est utile ce que je fais. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc là, vous cliquez sur le lien, ça vous envoie sur ce formulaire de contact où vous pouvez me contacter. Donc là, merci pour l'intérêt que vous portez à la chaîne. Ce formulaire vous permet de me contacter facilement pour une collaboration ou un partenariat. Une demande d'information, voilà, une formation, si vous souhaitez une formation rapide et sur mesure surtout. Et vous n'hésitez pas à remplir ce formulaire-là, on aura un entretien et je verrai si effectivement vous êtes une personne sérieuse aussi. Et si je souhaite, je peux vous accompagner, je le ferai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de... N'hésitez pas, ça ne vous coûte rien de prendre des informations et d'échanger avec moi en direct. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, hein. Donc voilà. Donc, vous remplissez ici votre prénom, votre nom ou votre pseudo. Bon, j'aimerais bien avoir votre prénom et votre nom pour montrer que, enfin, ça me montre éventuellement que vous êtes une personne sérieuse, hein. Et votre adresse email pour que je puisse être en mesure de vous recontacter. Votre situation actuelle, vous êtes étudiant, vous êtes salarié, vous êtes en reconversion, vous expliquez un petit peu ce que vous souhaitez également, ce que vous attendez. Et moi, je vous recontacterai par la suite pour qu'on échange et pour voir dans quelle mesure je peux vous aider. Voilà, n'hésitez pas à remplir le formulaire et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Euh, Encore merci pour votre présence sur la chaîne et je vous dis à une très prochaine fois dans une prochaine vidéo. J'espère que ce contenu vous aidera hein, dans votre parcours. C'est le but parce que moi-même j'aurais aimé avoir ce type de contenu sur YouTube lorsque je débutais il y a 6 ans de ça. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et croyez surtout en vous. Rien n'est impossible. Donc voilà, merci beaucoup. Au revoir.